Bonjour, bienvenue au NT2. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Peter Sinclair pour ce second midi-rencontre du trimestre d'hiver 2011. Peter Sinclair va nous présenter son travail de sonification dynamique en art. C'est le titre de sa présentation, la road music, la sonification dynamique en art. Donc, il va faire aussi un tour d'horizon de l'utilisation de certaines installations dans les voitures pour capter à la fois les sons et le paysage. Je vous laisse la parole. D'accord. Merci. Merci de cette invitation. Donc oui, en fait, cette présentation, je vais la faire en deux parties. Le premier partie, effectivement, est sur des questions de sonification artistique, de l'utilisation de la sonification comme une pratique artistique, et plus particulièrement la sonification en rapport avec des environnements. C'est-à-dire, je dis ça pour distinguer de la sonification du type interactivité qui peut se tendre sur tout ce qui est instrumentation électronique, etc. Donc voilà, donc c'est plus sur des choses qui sont extérieures à la personne, on va dire. On n'est pas dans l'instrument. Donc moi, en dehors de mon activité, le deuxième partie donc va être sur un projet personnel sur lequel je suis en train de travailler actuellement et qui est aussi la partie pratique du PhD que je suis en train de compléter actuellement à l'Université des Arts de Londres. Donc, en dehors de ma pratique personnelle, je suis aussi prof aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, où je m'occupe de son. Et je m'occupe avec Jérôme Joie d'un laboratoire qui est post-diplôme et qui a deux axes de recherche, enfin c'est des axes qui se rejoignent mais qui sont l'audio en réseau et l'audio en rapport avec l'espace. Voilà. Et donc, l'année dernière, pour faire une espèce de pont un peu opportuniste entre mon travail de recherche pour mon doctorat et mes activités dans Locusonus, j'ai organisé un symposium sur la sonification. Donc, l'intitulé, c'était « Sonification, quoi, où, comment, pourquoi ». Et suite à cette symposium, j'ai été... il y a AI and Society, qui est un journal scientifique britannique, qui m'a demandé de faire une édition spéciale sur ces questions de sonification artistique. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est un petit tour d'horizon, essentiellement des contenus artistique, c'est-à-dire, en fait, cette édition, je l'ai divisée en deux parties, des sortes de artist statements, des pages que j'ai simplement laissées aux artistes de descriptif de leur œuvre, et une autre partie qui est beaucoup plus théorique, où il y a des articles en profondeur sur différents aspects de la sonification. Alors, vu le temps qu'on a aujourd'hui, je vais plutôt simplement faire un petit tour d'horizon, donc des différentes pratiques en sonification artistique en rapport avec l'environnement. Donc, en fait, là, je parle de sonification en présumant que tout le monde sait de quoi je parle. C'est pas évident. Donc, en fait, la sonification, c'est l'utilisation de données qui sont normalement pas sonores pour produire du son. Pour le dire peut-être plus simplement, si on pense à visualisation de données, c'est la version sonore de cette chose-là. Donc, c'est un champ qui est en plein développement actuellement côté technologie et technique. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que on peut
transporter énormément d'informations par la voie sonore et particulièrement en complémentarité avec le visuel, hein, mais donc de données techniques et surtout aussi dans des domaines où on a besoin de laisser l'attention visuelle libre pour d'autres choses, la partie sonore peut être très très performant. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus sur le plan scientifique, technique. Et inévitablement, ça se mélange quand même un peu avec des questions, des réflexions sur l'histoire de la musique, parce que c'est quand même l'endroit où on a le plus grand corpus de connaissances dans la manipulation des sons. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi à la fois de faire un champ un peu large de cette question de sonification, c'est-à-dire que j'inclus des moyens assez divers qui vont quelque part des gens qui s'inspirent des données pour faire de la composition, et de notre côté à des gens qui utilisent des ondes mais qui sont qui ont des longueurs d'onde trop grandes pour être sonores, donc c'est plutôt ce qu'on appelle l'audification, mais qui est un type de sonification. Donc j'ai pris, dans un certain sens, j'ai pris ça de manière assez large. De notre côté, j'ai renfermé la chose à l'idée que ce soit lié à l'environnement, que j'ai éliminé donc tout ce qui est gestuel, instrument, etc. Donc pour vous montrer ces différents travaux, je vais rester sur ces distinctions, enfin ces différents chapitres de quoi, où, comment et pourquoi. Là, sur la question de quoi, effectivement, évidemment, si on est en train de parler d'une œuvre qui a quelque part, qui est basée sur l'interprétation de données quelconques, la provenance ou le type de ces données forcément prend une importance fondamentale. Enfin, c'est un peu évident, mais il se pose la question après, est-ce qu'on peut trouver un endroit où est-ce qu'on peut définir un peu le champ la provenance de ces données? Alors, certainement pas exactement, mais en même temps, moi j'ai quand même constaté des espèces de tendances. C'est-à-dire qu'il y a très clairement une direction qui est prise par pas mal d'artistes, qui est le très grand ou l'infiniment grand, l'infiniment petit, des choses qui sortent de notre champ de perception, qui sont des choses qu'on a du mal à saisir, par lesquelles on va chercher des moyens de donner des sortes de formes qui les ramènent dans notre échelle de perception. Donc pour ça, il y a une très grande histoire dans l'histoire de la musique par rapport à la composition, etc., ou de musique qui inspire des planètes. Donc il va y avoir des articles dans cette édition là-dessus. Donc, par contre, là, je vais me limiter plutôt à des choses qui étaient présentées par les artistes. Donc, Scott Gresham Lancaster, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mes notes qui apparaissent ici. Pourquoi je n'ai pas ça? Ah, si. Pas grave. Donc, Scott Gresham, vous n'aurez pas les dates des œuvres, mais c'est Scott Gresham Lancaster, cette pièce-là, en fait, la version originale, qui s'appelle Remap McCall.dem, remonte à des années 80. Hein, je situe quand même un petit peu celui-ci, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins étonnant, mais à l'époque, je pense que très étonnant. Donc, Scott Gresham Lancaster utilise une technique qu'on appelle le Wavetable Synthesis. Donc,
le principe, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en technique audio, mais bon, il y a des systèmes de synthèse, des principes de synthèse qui vont mettre un onde dans une table et qui vont chercher un bout de cette onde, vont pouvoir se promener dans un échantillon, si vous voulez. Et en se promenant dans l'échantillon, donc on peut avoir un son qui varie. Okay. Donc c'est une façon assez économique de générer une variété de tonalités. Je résume. Hein. Scott Gresham Lancaster, donc il utilise une technique qui est la même chose que ça, mais en 3 dimensions. Donc au lieu d'être un wavetable, une table, on appelle ça un terrain. Okay. Donc en fait, on a 3 dimensions parce qu'on a l'index, mais on prend 2 ondes, si vous voulez, et on fait donc un forme en 3 dimensions de ça, sur lequel on peut, de la même manière, on peut naviguer dessus et chercher le son. Et donc Scott Gresham Lancaster, en fait, est parti de navigation d'un véritable terrain. C'est-à-dire qu'il a pris une carte dont il existait, c'est pour ça que ça s'appelle McCall, parce que c'est le lieu dit où c'était, dont il avait la carte en très grande taille. Et donc, en fait, la synthèse de cette pièce est générée à partir de le terrain lui-même. Donc, c'est en se promenant sur le terrain qu'on a cette lecture. Donc, dans sa version actuelle, il a une modélisation en 3D du terrain, et lui, il peut se piloter avec un joystick, il peut promener sa lecture dessus. J'avance. Pardon, ah oui, je vois que moi, vous n'avez pas un Scott Gresham Lancaster, vous avez la chose avant. Donc, là, il est en train de performer cette pièce. Jens Brand donc prend le monde comme un disque, comme il dit, où il lit le monde comme un vinyle. Donc, en fait, il a inventé un système qui prend des données des satellites. Donc un peu comme Scott Gresham Lancaster quelque part, donc, sauf que ça se dessine sur une trajectoire. Donc on peut décider d'une trajectoire d'un point à un autre du globe, et après on lit cette trajectoire, donc le relief du monde avec un système sonore. Donc, enfin, pour James Bond, il y a quand même une grande partie d'ironie quand même, je dirais, dans son travail. C'est-à-dire que sa mégalomanie de vouloir lire le monde comme un vinyle est quand même au 2e degré. Hein. Et il a produit une espèce d'appareil qui produit des publicités comme celui-ci. Donc c'est un appareil assez luxueux qu'on peut mettre dans sa chaîne Hi-Fi et qui permet de choisir le trajectoire d'un endroit à un autre, de l'envoyer et d'écouter la sonification de ce trajectoire. Voilà. Alors Marty Quinn, c'est pas du tout au 2e degré. En fait, je dois dire en passant que c'est la manière que j'ai choisi ces travaux, que j'ai invité des gens, est plutôt dans une volonté de faire une sorte de tour d'horizon relativement objectif, et non pas sur des choix des qualités des travaux. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout un commissaire d'expo ou quoi que ce soit, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se fait. Voilà. Donc, Marty Quinn, c'est quelqu'un qui a monté une espèce d'agence de sonification, où il fait des œuvres donc lié, par exemple, Walk on the Sun, c'est comme son nom indique, il y a des éléments qui sont tirés des auras, des vents solaires, des choses comme ça. Il y a un système interactif qui fait que quand des gens se déplacent sur une vidéoprojection du soleil, ils lisent le surface du soleil.
Bon, il y a eu en plus des gros financements du NASA pour travailler pour mener ce travail. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même dans un rapport quasi religieux, je dirais, à la sonification. Encore dans le cosmos. Donc le LMA, c'est un laboratoire CNRS. Vous voyez ce que c'est le CNRS? Donc c'est le Centre national de recherche scientifique français. C'est des gens très très sérieux. Hein, c'est la recherche fondamentale du plus haut niveau en France. Et par ailleurs, le LMA, c'est un laboratoire qui a été dirigé pendant très longtemps par quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Risset. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin ceux qui s'intéressent un petit peu à la musique électronique ou l'informatique sonore, c'est un grand pont de ces deux choses en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été vraiment pionnier de l'informatique sonore. Et en même temps, c'est un compositeur de renom, et donc qui est un de très peu de personnes qui a réussi à faire une espèce de double direction d'un laboratoire sur des questions artistiques et des questions musicales. Bon, ça c'était pour la petite histoire, mais donc l'LMA, on construit un système qui s'appelle le cosmophone, qui détecte les ondes cosmiques, hein, ou des particules cosmiques plutôt, qui entrent dans l'atmosphère et qui les sonifient. C'est-à-dire que ces particules, ils sont bien là, ils sont en train de tomber dans cette pièce en permanence, mais c'est des choses qu'on ne peut pas voir ou entendre ou sentir. Par contre, ils sont bien là. Donc, leur système, ils ont un système qui détecte, qui est capable de détecter ces particules et qui les sonifie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait tout un système avec une diffusion spatialisée assez performant, donc avec des haut-parleurs au plafond, des haut-parleurs au sol, des déplacements donc qui indiquent qu'un particule était arrivé, et voilà, donc leur idée à eux, c'est que en fait cette sonification, à un moment donné, c'est une façon de donner voix à quelque chose qui autrement n'a pas une forme visible. Peter Gina. Donc Peter Gina aussi, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est pas la même génération que Risset, mais c'est quelqu'un qui a quand même qui a connu l'époque des pionniers de la musique informatique, où il raconte des histoires où il se promenait avec des cartes perforées pour arriver à générer 2 minutes de son. Il fallait faire calculer la machine pendant des minutes entières, tout ça. Et c'est quelqu'un donc qui a beaucoup travaillé. Bon, il a travaillé avec des John Cage, etc. Hein, de ce monde. Donc il fait cette musique à partir de le génome humain. Donc où il prend ça très littéralement, il prend les séquences de DNA qu'il traduit en accords en fait. Et donc il lit ces choses-là d'une manière très très simple. Donc les concerts, c'est une sorte de lecture comme ça qui va traverser d'un bout à l'autre du génome humain. Hein. Donc il dit qu'il cherche à modifier ça le moins possible. Tout ce qu'il fait, c'est de allouer à chaque des éléments qui vont être, comment dire, après l'interprétation va être uniquement faite par le DNA qui découle. Donc là, on est entré dans l'infiniment petit. Hein, je sautais du cosmos, ou enfin quoique les ondes cosmiques ou les particules cosmiques, c'est peut-être du infiniment petit, je ne sais pas. Une autre personne donc qui travaille sur ces questions d'infiniment petit, c'est Victoria Vesna, donc qui a collaboré avec un nano-scientifique
pour pouvoir relever le son d'un chrysalide qui est en train de comment on dit ça, éclore, voilà exactement, c'est le mot que je cherche. Donc dans Blue Morph, il y a ce son qui est aussi une sorte de sonification parce que c'est les vibrations du coquille qui se déchire, mais qui est rendu sonore et qui sert comme une sorte de bon son pour une performance de danse comme ça, qui présente quelqu'un en train de éclore. Lorella qui est parmi nous aujourd'hui, donc le souffle de la Terre va prendre les vibrations de la planète même, qui sont aussi traitées. Enfin, le système de sonification est aussi de l'audification. Tu me corriges si je me trompe. Hein. Et donc les ondes, les mouvements de la Terre, les vibrations de la Terre, sont, disons, traduits à une échelle qui permet de les lire, de les rendre sonores, tout simplement. Mais une fois de plus, c'est une simple transposition plutôt qu'une interprétation. Je me trompe ? L'interprétation est dans la spatialisation et la représentation. Elle n'est pas dans l'interprétation des données. Ouais, le son, il est effectivement sur la lecture du... Ouais. Donc, alors, là-dessus, j'enchaîne sur mon prochain chapitre, mais je pense, je regarde mes notes. Mais en fait, là-dessus, il y a quelque chose qui se passe qui est relativement intéressant pour moi, parce qu'il y a deux... moi, je fais une autre grande distinction dans ces questions de sonification, qui sont le fait d'utiliser du son en temps réel ou alors du son enregistré, enfin des données enregistrées, pardon. Donc, pour moi, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, pour moi, c'est très important cette distinction. Mais dans le travail de Lorella, justement, à un moment donné, j'ai un peu discuté de ça avec elle, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle est un peu entre les deux, parce que en réalité, ce qui est lu, c'est le son de la Terre qui est en train de se mettre à jour en permanence. Sauf qu'on est sur une échelle de temps, forcément pour le rendre sonore, on est obligé de le lire à une autre vitesse que celui auquel les données sont inscrites. Et donc du coup, on est dans une sorte de temps réel. Enfin, on est dans une sorte de temps réel, mais qui est tellement, où on change tellement d'échelle qu'on n'est plus tout à fait. C'est... Une comparaison, c'est ça, c'est une différence comme tout ça entre le globe et la carte. Et là, comme on est obligé de réduire les fréquences et l'amplitude, on est dans un différé constant. C'est-à-dire, même si ça traite les données qui arrivent, ce qu'on entend, c'est toujours complètement du différé, vu qu'on doit compresser dans le temps. Merci pour les... Et donc, enfin, justement, c'est dans ces discussions sur le temps réel, dans le symposium qu'on a organisé, on avait un astrophysicien qui était présent parmi nous, qui s'appelle Roger Malina, que vous avez peut-être entendu parler. C'est quelqu'un qui est très porté sur les questions d'art-science. Et la façon donc là peut justement nous permettre une sorte de compréhension ou un accès à certaines choses que la science a du mal à saisir quelque part. Enfin bon, une fois de plus, je vais très vite. Mais donc lui, il faisait remarquer quand même ces questions de temps réel enfin, à un moment donné, il a fait une sonification de en gros, l'évolution de l'univers depuis le Big Bang. Donc, et ça a duré 30 secondes. Donc, et puis après, il faisait remarquer que quelque part, c'est du temps réel parce qu'on arrive à l'instant même. Enfin, peu importe, quand on arrive à l'instant d'aujourd'hui où il y a 50 000 ans, ça ne change rien au niveau de la donnée échantillon du son. Enfin, voilà. Mais en tout cas, cette question de temps réel, on peut aussi, je pense, le ramener sur la question du où.
Donc, il va avoir pareil des textes plus théoriques notamment de Jean Christoffel, qui est philosophe, et Stuart Jones dans l'édition. Mais en tout cas, disons, la sonification, il traite quelque part très bien de ces questions de temps et d'espace. Alors, moi, je distingue deux grands axes qui sont importants dans les questions de où, là-dedans. Alors, il y a des gens qui ont fait des sonifications qui vraiment sont... où les questions sur lesquelles ils travaillent, c'est la médiation de la situation dans laquelle les gens se retrouvent. Donc, c'est quelque part de dévoiler un aspect de la situation qui est normalement pas perceptible. Donc, Stuart Jones, donc, dans une installation qui s'appelle BOP, qui date de 2006, donc a fait une intervention pour un bâtiment public qui capturait des données d'un peu partout dans le bâtiment, donc le mouvement des personnes, les températures, des choses comme ça, et qu'on pourrait ensuite, dans le foyer, on pourrait entrer dans un espace sonore et si on écoutait attentivement quelque part, ou si on avait des codes pour entrer là-dedans, ou si on pourrait savoir quel était l'état de ce bâtiment et les personnes qui étaient dedans. Ok. Valentina Vucic, dans Tripping Through Runtime, elle utilise le démarrage d'un ordinateur avec... en fait, la photo n'est pas vraiment la bonne, mais bon, la sonification est difficile à illustrer avec des images, hein, inévitablement. Donc, Valentina a fait une sorte de performance où elle fait tourner des programmes de démarrage de son ordinateur ou de démarrage de programme pour créer des ondes électromagnétiques à l'intérieur de la machine qu'elle sonifie ensuite. Donc en fait, elle fait cette sorte de lecture qui est vraiment l'intérieur de la machine, des choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, et en même temps qui est en train de elle construit une sorte de temporalité, d'architecture à travers cette chose-là. Donc elle se promène à l'intérieur même de l'architecture des programmes en train de démarrer. Johnny Cott dans Flood Tide, c'est une très belle pièce qui, en fait, il l'a joué plusieurs fois, mais donc la première fois qu'il a joué ça, c'était en 2008, donc sur les bords du Tamise à Londres, donc où il y a avec un capteur de mouvement des marées qui est plongé dans le Tamise. Et donc, au fur et à mesure que la marée monte, tourne et redescend, donne des vitesses et la direction du flot de l'eau. Et sur le bord, il y a des partitions qui sont affichées sur des écrans d'ordinateur. Et donc, la partition et le déroulement de cette partition est défini par la vitesse de l'écoulement de l'eau dans le Tamise. Ok. Et donc, enfin, il y a un aspect assez beau. Enfin, déjà, ça définit une sorte de temporalité de la pièce, mais aussi le fait qu'on a là sous nos yeux le Tamise qui est en train de couler. On regarde dedans en écoutant cette musique. C'est une belle pièce. Je l'ai vécu la dernière fois qu'il a présenté là-bas. Alors, là, je parlais plutôt donc les propositions de proximité. Donc, il y a aussi le contraire de cette chose-là. Bon, ben, déjà, on peut le constater peut-être dans les premières pièces que je montrais où je parlais de l'infiniment grand. Et il y a évidemment des choses qui viennent de loin ou qui sont dans une dimension extérieure à la situation. Andrea Poli
donc travaille beaucoup sur des questions effectivement de ramener des choses de plus loin, donc notamment dans Sonic Antarctica, donc où elle fait un travail de sonification des données scientifiques prises de l'Antarctique, et qui pour elle donne une sorte une perception quelque part de cet endroit-là on peut pas aller vivre, on peut pas aller se mettre dans les conditions qui sont sur place. Et donc elle prend les données véritables de cette chose-là pour en faire une orchestration. Et c'est sa façon de dire qu'elle elle nous emmène dans cet endroit-là. Elle a fait aussi d'autres pièces, des sonifications de phénomènes climatiques, par exemple sur New York, pour les New-Yorkais, mais où dans le temps, justement, l'échelle était autre et on pourrait se rendre compte d'une sorte de, comment dire, l'aspect dramatique des événements climatiques. Parce qu'il était joué dans un temps où on avait un orage qui monte sur plusieurs jours, qui monte, qui arrive à une espèce de crête et qui redescend. Voilà. Donc, on passe sur le comment. Je vois que je suis déjà en train de dépasser mon temps alloué, donc j'accélère. Donc, on passe au comment. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris des choses de manière assez large, c'est-à-dire que des choses vont de techniques de audification, qui est vraiment de la manière la plus simple possible de prendre ces données et les rendre sonores, comme fait Lorella, quelque part, à des questions de prendre des données pour s'inspirer, pour faire une composition. Alors, il y a cette pièce de Stephen Barras qui s'occupe d'un groupe de recherche à l'université de Canberra qui s'appelle Sonic Communications Research Group, et donc il travaille beaucoup sur la sonification, et donc il a fait cette pièce qui s'appelle Listening to the Mind Listening, qui, si je le prends comme exemple ici, c'est qu'il fait un peu le tour des différentes techniques. Mais donc, en fait, le projet, ça a été de faire écouter un morceau de musique à quelqu'un, tout en mettant des capteurs de ondes cérébrales sur sa tête. Donc, ils ont ensuite mesuré toutes les variations de son état émotionnel, enfin, c'est son activité cérébrale, pour produire une série de données, de collections de données. Donc, ça donnait genre 16 pistes qui correspondaient à tous les différents capteurs, etc. Et où on voit en fait des variations quand même qui correspondent quelque part à l'évolution de ce morceau de musique que la personne a écouté. Ensuite, ils ont pris ces morceaux-là et ils l'ont donné à des compositeurs et des artistes sonores en leur demandant de l'interpréter, de prendre ces données et de refaire une pièce musicale ou une interprétation avec. Et après, ils ont pris le résultat final qu'ils ont rendu en concert. Ce qui a été considéré comme étant les meilleurs morceaux ont été donnés en concert. Et effectivement, bon, il va y avoir un article qui décrit aussi cette pièce, mais donc il y a une très belle analyse de toutes les stratégies de sonification qui ont été utilisées par différentes personnes, comment on peut traiter ces données pour les rendre à un moment donné musical, et quelque part aussi sur les similarités ou les différences de ce qui a pu en sortir de cette chose-là. Parce qu'on avait quand même, dans toutes les pièces qui étaient proposées, une sorte de structure commune, hein, forcément, et qui était finalement ce morceau de musique à l'origine, écouté à l'origine. Hop. Alors le pourquoi. Donc là, je vais essayer de faire très vite. Hein.
Alors les motivations évidemment sont assez variées hein, sur les questions de pourquoi utiliser des données pour faire du son. Donc il y a certains des gens comme Stuart Jones ou Peter Gina, celui qui a fait le génome, c'est des étudiants de John Cage qui considèrent que c'est quelque part c'est une suite de la musique qui est tout à fait logique et que c'est de la musique, que c'est pas autre chose. De toute façon c'est pareil. D'ailleurs, Peter Gina a écrit un texte théorique qui dit que de toute façon, jusqu'à il y a très peu de temps, la musique c'était l'interprétation de données. Forcément, parce que la musique écrite avec des notes, où est le problème? C'est la même chose. Et que donc c'est le contraire qui est plutôt d'écouter une musique enregistrée, qui est plutôt quelque chose de nouveau et de peut-être encore étonnant. Alors il y a souvent, par contre, il y a une sorte de pensée et qui, bon, on peut aussi ramener à Cage quelque part, qui est sur cette question d'intentionnalité ou la provenance de l'inspiration de ce travail, c'est la volonté de le situer quelque part en dehors de l'artiste. C'est-à-dire que si on commence à dire, en fait, ce qu'on est en train de sonifier, c'est le souffle de la terre, par exemple, ou les mouvements solaires, ou de l'eau dans une rivière, il y a quand même un endroit où on est en train de déléguer quelque part une partie de la responsabilité du contenu de l'œuvre, le sens et le contenu de l'œuvre, à quelque chose qui vient de l'extérieur de l'artiste. On est en tout cas pas dans une sorte d'introspection de la part de l'artiste. Hein. Ok ? Et ça, c'est quelque chose qui revenait quand même avec pas mal de gens. Cette espèce de respect des données. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une pensée un peu, effectivement, par rapport à la cosmologie, hein, donc, qui travaillent là-dedans. Andrea Poli, je pense qu'elle voit vraiment aussi cette question d'utilisation de données comme quelque chose, une prise de position très politique, quelque part. Donc, c'est une manière aussi de prendre ces données pour faire voir à un moment donné des choses qui se passent, donc on ne se rend pas compte, et de les mettre dans un formatage qui permet l'accès à cette chose. En tout cas, elle se réfère plus à Joseph Beuys, sur des gens comme ça. Donc Marty Quinn, qu'on a vu tout à l'heure, lui, il croit dans un langage universel de la sonification, qui va permettre aux aveugles de tout comprendre. Donc, il imagine qu'il va avoir sur des chaînes de télévision une sonification, par exemple des Jeux Olympiques, où on va pouvoir, parce qu'il y a ce langage qui a été établi, on va pouvoir comprendre que tous les gestes, les mouvements que sont en train de se faire, etc. Marty Quinn, il s'appelle. Mais il y a aussi, ceci dit, je fais une parenthèse là-dessus, côté scientifique, il y a aussi un certain mouvement vers une volonté de faire un langage universel de la sonification. C'est-à-dire que l'idée qu'on a des sortes de règles, une sorte d'abécédaire de la sonification qui fera que cette chose-là, appliquée à n'importe quel type de situation, va immédiatement être compréhensible pour quelqu'un en train de travailler avec. Voilà. On peut comprendre l'utilité. Hein. Quoique, ceci dit, moi, j'ai fait un travail pour ce journal avec un chirurgien. Donc, je suis allé interviewer dans une salle de réanimation dans un hôpital militaire à Paris, donc un urgentiste. Hein. Et qui me disait que
en fait, ils apprennent les alarmes. Hein, c'est de la question sur les alarmes, parce que moi, je l'ai taquiné un peu sur l'esthétique des alarmes, comme la perception, essayer de comparer une écoute musicale avec une écoute de ce type d'environnement sonore. Et donc, d'abord, lui, il m'a entièrement éliminé la possibilité d'avoir une écoute esthétique de cette chose-là. Et en plus de ça, il a dit que, étant donné l'importance qu'ils attachaient à ces choses-là, ça pourrait être n'importe quel son. De toute façon, il l'apprenait très très vite. Et qu'ils étaient tellement sur le qui-vive par rapport à ces sons d'alarme que c'était le message qu'il portait était dominé très largement sur les qualités même du son. Enfin bon, je fais une petite parenthèse là-dessus. Alors c'est donc il y a cette question donc d'utilité. Et qui nous ramène aussi sur le dernier petit point que je voulais évoquer, qui est un peu la question de la perception par les spectateurs, parce que ça c'était quelque chose qui a été pas mal débattu. Donc la nécessité, par exemple, pour les spectateurs de connaître la provenance des données. Par exemple, on pourrait poser la question, alors là, mais si on ne sait pas que quand on écoute son installation, que c'est le souffle de la Terre, pris sur X mois ou années, je ne sais pas, est-ce que ça a un sens? Ou est-ce que pour les spectateurs, ça fonctionne quand même? Ou pour elles, ça fonctionne quand même? C'est pour ça que je t'aime pas. Voilà. Ça emmène à faire des thèses. Johnny Cott, par exemple, c'est très clair que cette installation qu'il fait au bord du Tamise, il y a une espèce d'élément poétique quelque part qui est généré par cette situation qui est entièrement dépendant de la présence donc la présence dans l'espace et dans le temps, hein. Donc en tout cas c'était une question que tout le monde se posait sur à quel point il faut dévoiler, à quel point, jusqu'où il faut être didactique avec ça. Alors, en tout cas, bon, pour l'instant, il semblerait que quelque part, il faut bien qu'il y ait une compréhension, quoi qu'il en soit, de la source des données. Mais comme disait Johnny Cott, que je trouvais ça assez beau, et je suis plutôt d'accord avec lui, c'est qu'il disait, mais peut-être dans quelques années, quand on arrive pour écouter un concert de musique électronique, on va dire, mais c'est quoi qui est sonifié? Parce que ça va être une sorte d'évidence qu'on est dans un moment donné, on fait entrer le temps réel ou l'extérieur dans ce qu'on est en train de proposer. Voilà, donc je vais conclure là-dessus pour cette partie-là. Il me reste plus que 20 minutes pour la suite, donc là, par contre, je vous ai mis ces liens. Si vous voulez plus d'informations sur ces questions, donc il y a une documentation sur notre site de Locusonus où il y a toutes les conférences de tous ces intervenants. Et il y a aussi une série d'interviews qui complètent assez bien ces conférences que j'ai fait avec les artistes qui présentaient. Donc où on aparté et donnait des précisions sur des choses. Et donc cette édition de ARN Society qui va sortir sous peu, j'espère au moins. Normalement ça part à la presse à la fin du mois. Et je vais passer ensuite donc à le travail que je mène actuellement, donc qui est road music. Mais avant de me lancer directement là-dedans, je voudrais faire un petit point sur ma vision des choses. Enfin, peut-être vous avez compris un peu à travers ce que je viens de dire, mais je suis assez intéressé par la notion de temps réel, ou plus précisément par les questions de flux.
Et donc, la notion de flux, c'est quelque chose qui remonte à très très loin, n'est-ce pas avec Héraclite qui nous dit qu'on ne peut jamais mettre les pieds dans la même rivière deux fois. En fait, moi, je m'interroge un peu sur les formes artistiques et quelque part le non-flux des formes artistiques. Donc, si on dit que la musique est quelque part en devenir lorsqu'il est présenté, en même temps, c'est quand même quelque chose qu'on met dans une situation qui le rend toujours particulier. C'est-à-dire qu'on est en sorte de notre quotidien pour entrer dans une occasion spéciale, dans un événement. Alors que moi, je m'intéresse quelque part plus à la notion bergsonienne du flux, qui est l'idée qu'on est, si on est dans une certaine introspection, on perçoit quelque chose qui n'a pas de forme, qui ne peut pas être modélisé, qui ne peut pas être symbolisé, et qu'on ne peut pas faire un arrêt dessus. Il est juste en train de devenir, quelque part. Et si dans les arts plastiques, quelque part, il est clair qu'on interroge ce flux d'intuition, en tout cas dans certains types d'œuvres, que ce soit un flux intérieur ou extérieur à l'artiste, il est clair aussi qu'en faisant l'œuvre, on fait une sorte de cristallisation dans le temps. Enfin, c'est quelque part la volonté de cette chose-là, qu'il extrait, donc du coup, qu'il extrait de cette chose-là. Et donc, de la même manière qu'on ne peut pas faire des mesures sur le trajectoire de la flèche, n'est-ce pas? Donc, cette fameuse métaphore où on peut toujours multiplier les points de mesure sur le trajectoire d'une flèche, mais chaque point qu'on a rajouté nous donne jamais la réalité. C'est pas parce qu'on augmente la définition de cette chose-là qu'on arrive à la fin à la réalité. Mais de la même manière, alors que si on était à l'intérieur de la flèche, on pourrait savoir immédiatement ce que c'était que cette trajectoire de la flèche. On ne le saurait pas avant ou après, mais sur le moment même, on sera en train de le lire. Donc voilà, donc je me pose un peu les questions sur les possibilités d'un art du flux, plutôt qu'un art qui s'extrait des flux. Donc aujourd'hui, il est possible de faire des œuvres qui sont dans un flux. On a des ordinateurs qui tournent suffisamment vite maintenant pour qu'on puisse générer, notamment pour du son, on peut générer le son à une vitesse qui correspond à sa diffusion. Donc on peut être en train de créer le son à la vitesse à laquelle on l'écoute. Donc il y a une corrélation entre sa création et sa diffusion. Et on peut faire ça de deux façons différentes. Donc un, c'est de générer à l'intérieur d'une machine d'une façon algorithmique un son. Et l'autre, c'est de prendre un flux de l'extérieur et le transformer à l'intérieur de la machine pour lui donner une forme. Donc, chose qui peut donner lieu notamment à la sonification. Donc, la sonification que moi je dirais temps réel. Donc, quand je parle de temps réel, je parle de cette phénomène de pouvoir générer un son à la vitesse à laquelle il peut être écouté. Donc, pour moi, le son n'est par excellence le médium qui traduit le temps. L'absence du bruit est la mort, et la présence, c'est l'action, forcément. Et donc cette sonification qui, en temps réel, est pour moi, est la meilleure traduction, quelque part, la meilleure expression de cette notion de flux. Donc aujourd'hui, c'est le médium avec lequel je travaille. Alors, malgré tout,
tout en disant ça, je fais quelques bémols parce que il est évident que ça peut poser quelques problèmes. Donc on peut se demander pourquoi on voudrait créer une nouvelle couche de réel, un nouveau flux alors qu'on est dans le flux. Je veux dire, c'est... on peut aussi dire qu'on peut se demander si l'art ne sert pas justement à faire cette cristallisation, donc je fais la critique tout à l'heure, ou que le concert ou la performance nous sort du quotidien pour nous ouvrir par la suite sur d'autres choses. C'est des arguments qu'on ne peut pas, en tout cas, écarter. Et si les flux nous intéressent, on peut aussi dire que c'est peut-être mieux simplement d'apprendre à des gens à mieux interroger leur propre flux ou le flux dans lequel ils sont, plutôt que d'en créer d'autres qui sont éventuellement superflus. Hein. Donc voilà, toute une série de questions. Alors on peut aussi se poser la question de l'intentionnalité, effectivement, là-dedans, c'est-à-dire que est-ce qu'on est toujours dans une forme artistique si c'est pas un artiste qui a décidé de la forme que cette chose va avoir? C'est-à-dire si c'est la situation qui est en train de le générer ou la machine, est-ce que c'est encore de l'art ou est-ce que c'est autre chose? Bref, j'ai pas de réponse à ces questions, hein, je vous rassure de suite. Par contre, donc Road Music qu'on va regarder un petit peu maintenant, traite quand même pas mal de ces questions. Oui, là on doit avoir de la vidéo, je pense, normalement. Est-ce que je dois cliquer dessus? Ah non, ça c'est... ouais, ça vient? Ok. Alors, donc, Road Music, c'est un projet qui génère de la musique pour la route à partir de la route. Ok. Alors, si, je vais, juste avant de vous montrer la vidéo, je vais quand même un peu définir le contexte. Donc, parce que souvent on me demande, oui, est-ce que ça pourrait marcher sur un vélo, parce que les voitures... enfin, donc, je me positionne par rapport à ça, c'est-à-dire que pour moi, le contexte de la voiture, c'est un contexte très particulier. On est dans une sorte de bulle où on est complètement coupé du monde, tout au moins auditif, sur le plan auditif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre, quand on est en train de traverser un paysage en voiture, on ne peut pas entendre le son extérieur de la voiture, le son de cet environnement. Si on ouvre les fenêtres, on va on va entendre le son du vent du bruit blanc, quoi. Et que par ailleurs, les constructeurs font un effort énorme pour couper tous les sons du moteur, etc., qui sont généralement considérés comme étant désagréables. Bon, cette question-là, en plus, il est en train d'évoluer aujourd'hui et ça devient très très pertinent aujourd'hui parce que les voitures électriques viennent de sortir. Hier, j'ai entendu une interview à la BBC où le journaliste est monté dans une voiture électrique. Donc le premier, c'est Nissan qui sort le premier là de série et qui dit c'est silencieux, c'est pas dangereux ça? Et enfin, un espèce de truc où on est très déboussolé par cette absence de son à l'intérieur de la voiture. Alors, en dehors de ça, aussi, on a appris dans la voiture à faire une espèce d'association entre donc une ambiance plutôt artificielle, celui du poste radio ou le CD ou quelque chose comme ça, et de faire donc un construct mental entre des mouvements, notre histoire de mouvement, le champ visuel et une musique qui est collée à ça de manière artificielle. Okay? Donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel je travaille cette pièce et qui se relie quelque part à quelques-unes des questions que j'ai posées avant. Hein. Donc, et c'est la raison pour laquelle je ne le ferai pas pour des vélos. J'espère qu'on a du son. C'est un peu faible, peut-être. Voilà, parfait.
Ces sons granulaires qu'on entend, c'est la vision, c'est des choses qu'ils voient passer. Hein. Donc, voilà, on va retrouver là la voiture par exemple. Donc tous les sons sont générés par le capteur. Donc je vais arrêter là parce que sinon c'est oui donc voici ça c'est le. Ça, c'est ce qui est dans la voiture. Donc, actuellement, c'est un mini PC, hein, donc, qui se branche sur le 12 volts de la voiture et qui se branche dans le système sono de la voiture. Et donc, qui est équipé de capteurs de mouvement, donc X, Y, Z, des accéléromètres, et qui est aussi équipé d'une caméra qui va analyser le paysage. Donc, pour vous donner, je vais expliquer quand même un petit peu. Je sais que vous êtes certainement pas des techniciens, mais je vais vous donner quelques indices quand même sur la manière dont ça fonctionne, au moins la partie que je considère comme important. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, tous ces sons, il n'y a absolument aucun son qui est enregistré dans cette machine. Hein. Donc, quand on branche l'ordinateur, il n'y a pas un échantillon dedans, il n'y a aucun son enregistré. Il n'y a pas non plus de module de synthèse classique, c'est-à-dire des ondes sinusoïdales qui, en général, font le point de départ de synthèse. Alors, la manière que la synthèse fonctionne, c'est que je prends les entrées des capteurs et je les écris dans des tables. Ok ? Et donc, ça, c'est une table et qui va me servir après comme un oscillateur. Donc, en lisant cette table à une vitesse audio, l'onde qui se trouve à l'intérieur va me donner le timbre de mon son. Okay? Et donc, cette chose-là va être la base de tous les modules de synthèse qui en suivent. Donc, il y en a à peu près une quinzaine, hein, de différents, ce que j'appelle des instruments, qui ont des sons différents, qui sont une sorte d'orchestre, hein, si on veut, qui ont différentes tessitures, etc., différentes façons de fonctionner. Mais ils accèdent tous à ces tables-là comme ondes de base. Après, donc juste pour
comme je dis, je le fais vite, mais il y a plusieurs niveaux, en fait, après d'interprétation de ces données, qui fait en sorte qu'on entre dans un système qui est relativement complexe. C'est-à-dire que vous avez peut-être pu percevoir, Joanne c'est mieux, parce qu'elle a vécu en direct la chose, mais il y a certaines choses où on est vraiment dans le retour de sensations immédiates. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand on prenait des virages, on entend une espèce de sifflement comme ça qui suit le virage. Quand on accélère, il y a un cliquetis qui accélère. De temps en temps, on freine, il y a une distorsion qui se met sur le truc, etc. Mais il y a aussi des mélodies qui se génèrent et qui, en fait, vous avez peut-être ou pas remarqué, il y avait une mélodie qui se complexifiait à un moment donné. Donc, en fait, quand à un moment donné, il y a des notes qui sont entrées dans la mélodie et après, ils se sont enlevés de la mélodie, etc. Donc, en fait, il y a plein de niveaux différents comme ça, de complexité de la musique qui ne sont pas simplement de prendre le donné immédiat et le sonifier. Juste pour donner très vite comment c'est interprété. Donc après cette onde-là, après il y a les flux qui peuvent être utilisés en temps réel, mais qui peuvent être alloués à n'importe quel paramètre de n'importe quel son. Donc on peut changer le timbre ou le reverb ou ce qu'on veut d'un son. Donc peut-être quand on accélère, le son il va devenir plus aigu ou plus ou quand on monte une cote, il va prendre une ampleur avec plus de reverb ou enfin je ne sais quoi. Après un deuxième niveau, en fait j'analyse ces mouvements dans les tables pour extraire des événements. Donc, un événement, c'est-à-dire que je vais mesurer l'amplitude, la différence d'amplitude avec le temps, et je vais dire que ça, c'était un boss, ou ça, c'était un virage, ou ça, c'était une accélération. Donc ça, ces événements, je peux ensuite les utiliser, par exemple, pour introduire une note de plus dans ma mélodie, ou pour en enlever un. Mais je peux aussi les utiliser ensuite pour calculer des statistiques par rapport à la route, le type de route sur lequel on est. Et ça me produit un deuxième flux que je peux de nouveau router sur n'importe quel paramètre de n'importe quel de mes instruments. Okay? Donc j'ai un premier flux immédiat, après j'ai des événements, après j'ai un deuxième flux qui donne une perception plus large, à une plus grande échelle du temps de la route. Après de ça, en fait, j'ai créé de nouveau des événements en mettant des seuils sur ces statistiques qui me permet de dire que la route est très sinueuse, 1, la route est moyennement sinueuse, 2, la route est tout droit, 3, par exemple. Et ces choses-là, donc je peux les utiliser encore, et en fait ce que j'utilise, ces statistiques, ces seuils de statistiques, je les utilise pour la composition à la plus grande échelle. C'est-à-dire que c'est ce qui va me allumer ou éteindre les instruments. Donc qui fait que selon le type de route, on a une formation orchestrale qui va changer. Ok ? Donc après un mot sur la caméra, le paysage. Donc la caméra fait deux choses. Il fait du blob tracking. Tout à l'heure vous avez entendu des sons qui vont quand une voiture passe ou quand une voiture arrive en face. Et donc ça c'est en fait c'est un son qui est spatialisé en fonction de l'objet qui est détecté par la caméra et qui va spatialiser X, Y, Z. Donc la position et la taille, le taille qui change. Et le taille va faire un effet Doppler, pour ceux qui se connaissent un petit peu en acoustique. Donc l'effet Doppler qui est la distorsion harmonique d'un son lorsqu'il est en train de se déplacer par rapport à nous. Le deuxième analyse sur la caméra, c'est la couleur. Donc j'extrais des valeurs pour le RGB. Donc ça, je peux les utiliser pour des harmoniques, des parties harmoniques des sons. J'ai extrait aussi un événement qui est le changement d'une couleur dominante.
Ce qui peut permettre, par exemple, de changer de tonalité, des choses comme ça. Ce qui peut être assez efficace. On tourne un coin de rue, on a un mur de briques rouges en face, tac, il va tout d'un coup, en fonction, on a un changement visuel comme ça, et on a un changement assez conséquent, on va dire, dans la musique, du type, il passe d'un ton à un autre. Voilà. Ok, donc juste, je fais un dernier petit point là sur la chose. Hein, donc, aujourd'hui, je montre cette chose-là dans des festivals d'art numérique, musique expérimentale, des choses comme ça, où j'en parle dans des conférences, je montre des vidéos. Évidemment, c'est complètement en contradiction avec mon propos, quelque part, qui est le flux du temps réel et que vous puissiez le vivre au quotidien. Et donc, en fait, ce que je cherche à faire avec cette chose-là, c'est que là où je veux en arriver, c'est de faire en sorte que tout le monde peut l'avoir dans leur voiture et l'utiliser comme on écoute l'autoradio, un CD ou quoi que ce soit comme ça. Donc, ça peut, en plus de ça, malgré tout, pour moi, c'est pas du tout délirant, en fait. Ça peut vous paraître là comme ça tout de suite, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Alors, premièrement, il va très bientôt avoir, à la place des autoradios, il va avoir des ordinateurs qui servent à gérer vos MP3, et vos GPS et vos DVD, etc. Et que moi, je peux très bien faire tourner mon programme là-dessus. Et deuxièmement, effectivement, par rapport à cette question de voiture électrique, donc on est dans une nouvelle ère où on a vraiment un problème par rapport à cette question de son. Et on a un problème on a un problème à deux niveaux. Un, de l'extérieur, sur lequel aujourd'hui tous les constructeurs d'automobiles travaillent dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une voiture silencieuse à l'extérieur parce qu'on va écraser des piétons. Ils ne l'entendent pas arriver. Donc, actuellement, tous les constructeurs travaillent là-dessus. Bon, moi, j'ai eu un contact après avec Peugeot, PSA, Citroën, qui m'ont demandé si ça m'intéressait de travailler là-dessus. En fait, moi, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ils voulaient juste des sons enregistrés en studio, et c'est pas ce que j'ai fait. Donc, Par contre, on a eu une discussion où ils étaient assez excités par mon propos, mais pour l'instant, ils sont vraiment, eux, dans l'idée plutôt d'imiter le son du moteur à l'intérieur de l'habitacle, pour donner un retour à des gens. Alors moi, j'ai essayé d'expliquer qu'à partir du moment où on commence à coller artificiellement du son sur un donné, on est en train de faire de la musique de toute façon, quelque part. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ou tout au moins l'accélération. Ce qu'on entend quand même avec mon système. Ils ont commencé justement pour les autos électriques à avoir un bruit de moteur pour avertir des piétons. Oui, à l'extérieur. Ils sont tous en train de coller des choses à l'extérieur. Ça, c'est clair. Ils sont obligés. Je veux dire, on espère vraiment que ça ne va pas être des bip, 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 parce que si c'est ça, on préfère rester avec les moteurs à explosion. Mais ceci dit, pour leur donner leur dû, Renault, par exemple, sont en train de travailler avec l'IRCAM là-dessus. Il y a un copain à moi, un compositeur, qui est en train de travailler sur les nappes sonores pour ça en ce moment. Peugeot, comme je dis, moi, quand ils m'ont contacté, c'était via une boîte de production musicale qui sont en train de proposer des nappes aussi pour ça. Bon, je ne sais pas si ça va aller très loin, mais en tout cas, c'est a priori pas de bip, bip, bip. Ça, c'est... Mais le retour à l'intérieur de l'habitacle, moi, je pense qu'effectivement, c'est inévitable. Et que c'est très juste, c'est-à-dire d'entendre effectivement le régime du moteur, ça peut être utile. Quoique... Il y a des voix aussi qui peuvent avertir que vous n'avez plus de la place au lieu de Voilà, ou il y a une voiture à 3 mètres de vous, comme on a déjà d'ailleurs sur les caméras de recul qui ont un radar qui donne une alerte, etc. Par contre, il n'y a aucun problème non plus, et il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus, d'inclure ce genre de choses dans une construction musicale. Au contraire, on l'entend très bien. C'est-à-dire que si, par exemple, on donne
un changement brusque de rythme par rapport à quelque chose, mais qui reste dans la musique, si on est en train de l'écouter la musique, on va être extrêmement réceptif à cette chose-là. Et il y a des gens qui travaillent sur des notions de sonification embedded dans la musique, quoi. Donc, enfin voilà. Donc, tout ça pour dire que donc bientôt, j'espère, vous allez tous pouvoir mettre un road music dans vos voitures et que on est en train d'essayer de réfléchir à comment cette chose-là peut être possible. Enfin, non, je voudrais rajouter autre chose, parce que autant je peux imaginer aussi que cette chose-là, vous n'allez pas vouloir l'écouter tous les jours. C'est mon truc à moi, mais je suis peut-être pas le meilleur compositeur du monde déjà. Je me fais pas d'illusions. Et en plus de ça, on peut s'en lasser d'un type de musique. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est d'inviter d'autres compositeurs, artistes sonores, de faire une espèce de structure qui permet à ces gens où je dois les accompagner certainement dans un premier temps, en tout cas, pour qu'ils puissent entrer dans les programmes, pour qu'ils puissent donner aussi des indications par rapport à comment ça se passe, parce que ça fait 4 ans quand même que je travaille là-dessus. Mais donc l'idée, c'est de faire une espèce de corpus comme ça, où on a X compositions, ou sonification, qui nous permet de choisir pour sa route, de faire sa route avec la version d'un tel compositeur, parce qu'on est de cette humeur-là, ce jour-là, voilà. Mais excuse-moi, quand tu dis ça, je me dis, mais on pourrait même envisager l'état de composition arrêtée, c'est-à-dire que tu as une composition qui évolue dans le temps, et que ce ne soit jamais la même. Oui, bien sûr. Mais ça, de façon, dans tout ça. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, un des prochains trucs que je vais faire là-dessus, c'est que je vais mettre un truc qui capture la date. Et donc qui fait un avancé avec la date. Mais, et puis on peut faire aussi le temps du début de son trajet, et on peut faire, enfin bon, c'est mais après il faut le gérer tout ça en même temps, c'est-à-dire que parce que le boulot d'arriver à faire en sorte qu'il y a quelque chose qui est écoutable, qu'on a envie d'écouter, on va dire, parce qu'il y a volontairement, comme vous pouvez entendre, il y a une structure qui est volontairement musicale. Je veux dire, c'est quand je dis que c'est, bien sûr, c'est l'ambiance sonore, parce que de toute façon, il n'y a que ça. Donc, ça devient l'environnement sonore. En même temps, il y a aussi la volonté d'entrer quelque part dans la culture du road music, la culture de quelque chose qu'on peut vouloir écouter en voiture. Donc, voilà. Mais donc l'idée, c'est qu'effectivement, donc il y aurait une espèce de corpus de travail. On pourrait télécharger la dernière composition d'un tel, la mettre dans sa voiture et rouler avec. Et, Enfin, il disait ça parce que du côté de l'Atlantique, on est plus porté sur les voies de transmission manuelles, tandis qu'ici, on est plus automatisé sur la transmission. Donc, écouter les régimes, ça peut... Oui, mais la voiture électrique, il n'y en a pas, ceci dit, hein, mais sur les voitures électriques, il n'y a pas de régime. Pourquoi tu sais pas une voiture électrique dans le véhicule? Pas encore, non, mais j'espère que ça va venir bientôt. Enfin, que tout le monde va avoir une voiture électrique d'ici... Enfin, ça va prendre du temps, mais c'est certain qu'on ne va pas là, hein, de toute façon, c'est inévitable. Ça, il faut, quoi. C'est obligé. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci. J'ai dépassé un peu de temps, donc... Peut-être une question ou deux, s'il y en a. Par contre, comme il est 2h moins quart... J'ai deux questions, mais peut-être que je peux faire vite. Tout d'abord, j'ai trouvé votre présentation vraiment intéressante. Je me demandais si votre road music, vous l'aviez testé seulement en France ou si vous avez essayé avec les routes, les voitures, les paysages. Là, je suis très tenté de vous montrer quelque chose, parce que je fais un voyage en Chine, du Yunnan au Tibet, dans un vieux Jeep chinois. Avec, on a fait un road movie avec. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Pour être parfaitement honnête, ça dépend plus
de la voiture elle-même. Par exemple, un vieux Jeep chinois des années 70. Au niveau des données qui entrent, il y en a beaucoup. Hein. Il ne sait pas qu'on est en Chine. Par contre, moi, j'avais introduit une nouvelle version avec des gammes chinoises dedans pour le coup. Vous avez rajouté un GPS, en fait, comme données. Hein? Un GPS. Oui, alors... Vous auriez un positionnement sur la planète. Sauf que en fait, bien sûr, le GPS c'est intéressant et qu'il y a certainement des choses... c'est un grand champ qui s'ouvre pour les artistes aujourd'hui. Par contre, pour moi, ça c'est un peu de l'antithèse des œuvres GPS. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on est en train de vraiment manger la situation dans laquelle on est, d'écouter ça, et non pas dans une représentation d'une carte. Bien sûr, on se retrouve à l'intérieur de cette carte, c'est ce qui est fabuleux avec le GPS, et qu'on peut avoir toutes sortes de formes qui découlent de ça. Mais c'est une toute autre pensée que cette chose-là, pour moi. Mais à la base, le GPS, c'est juste un système de positionnement. La carte, c'est rajouté par après. Ah ben oui, mais la pas carte... nécessaire, la carte. Non, mais c'est un système de positionnement, mais qui est en soi une symbolisation. Enfin, oui, je veux dire, c'est un... Oui. Oui, mais l'ensemble des données que vous allez capter avec votre système, c'est aussi du positionnement. Si vous avez un accéléromètre, vous êtes en train de dire, bon, ben, il y a des mouvements, il y a des déplacements. Oui, mais le niveau de codification de cette chose-là, dans mon système, est très très bas. Ouais. Au moins à l'origine. Après, je fais des couches successives qui fait que ça devient plus complexe. Mais à l'origine, c'est très très bas. Au niveau de la GPS, à l'origine, c'est très haut. Et c'est la notion de coordonnées, quoi, déjà. Et c'est cette défense-là. Enfin, c'est pas pour dire que, je veux dire, je suis complètement respectueux des œuvres GPS, et je trouve au contraire que les notions de carte et de représentation via la carte, etc., c'est tout un sujet. Mais c'est pas le mien. Voilà, c'est simplement ça. Oui, j'avais une autre question, mais rapidement, parce que vous avez parlé de l'œuvre de DNA Music, puis est-ce que vous savez comment la traduction entre les bases de l'ADN puis la musique avait été décidée? Alors, c'est très bien documenté sur son site. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'à la sortie, il affecte vraiment des ondes sinusoïdales c'est insupportable à écouter, hein. Enfin bon, ah ouais, ah bon, ben voilà, écoute, donc excuse-moi, je retire. Moi, c'est à ton colloque que j'avais entendu pour la première fois, c'est là. Est-ce que tu le mettrais dans ta voiture, par contre? À l'écouter pendant que tu roules. Non, est-ce que tu écouterais ça pendant que tu roules? L'intégral, je sais pas du tout, mais je trouvais que moi, ça me faisait penser à de la musique répétitive de Reich. Enfin, je veux dire, j'étais pas... Attends, c'est plus hard que ça. On parle pas de la même... alors, on parle pas de la même... du même expert. Ah, c'est le truc vraiment où juste ça balaye, c'est des couches d'ondes sinusoïdaux qui sont en plus dodécaphoniques. Mais bon. Non, mais il y a plein de choses en ligne où il explique assez clairement comment il a fait le processus. Bon, il en a fait plein de différents aussi, hein, donc mais il a fait une autre pièce aussi qui est assez marrant, qui était une des premières choses qu'il a fait comme ça, où il a pris dans les années 70, il y avait des trucs de tapisserie où on faisait à la maison des tapis comme ça. Alors, il y avait une espèce de matrice au début sur laquelle il fallait mettre des petits trucs de couleur, hein, de laine de couleur. Et donc les gens ils le faisaient tout ça à la maison, le DIY, quoi. Et donc il a pris ça et il l'a analysé comme ça, comme un scan de toutes les couleurs, sur toutes les lignes, toutes les rangées, et ça le ligue de haut en bas comme ça. C'est pareil, mais il est prof à l'école d'art de Chicago, c'est pas loin. Une dernière question, Maxime.
Il y a monsieur. Ah ouais, ok. Je vais parler fort pour le micro. C'est un peu une large question, mais je vais essayer de la réduire. Vous avez parlé du rapport à la fin de la première partie, du rapport entre introspection, d'une part, au niveau de l'interprétation, et du respect des données brutes, de la transposition des données à l'onde. Or, entre l'onde et l'audition, il y a aussi un autre pas qui est toute la psychoacoustique, la manière d'entendre, le seuil, il y a toutes sortes de seuils que l'oreille a, que le son n'a pas physiquement. Et je me demandais s'il y avait parmi tous les compositeurs, et d'ailleurs dans votre propre démarche, s'il y a des compositeurs qui se tiennent davantage du côté de la donnée brute, visiblement il y en a, et s'il y en avait qui travaillaient à un système de psychoacoustique ou de cognition du son pour traduire d'une certaine manière les données qui sont brutes au départ, s'il y avait vraiment un lien qui s'établissait chez certaines personnes. Oui, alors... C'est un peu complexe comme question, mais oui, bien sûr, parce que j'en fais des sons musicaux, et donc ça, par excellence, c'est de travailler les conditions sonores, c'est de rendre des sons musicaux, surtout quand on travaille la synthèse, donc on est en train de travailler des enveloppes pour leur donner certaines qualités, etc. Alors, moi, je l'ai fait quand même cette chose-là de manière très intuitive, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des études neurologiques par rapport à la réception des sons pour savoir quel son je dois mapper à quelle entrée. Par contre, comme ça fait des années maintenant que je travaille dessus, il y a cette intuition où je teste des choses, je garde ce qui marche, je rejette ce qui ne marche pas, je repars, je dis, mais en fait là, il faudrait que ça... Ah ben oui, bien sûr, il faudrait que ça fait ça, non pas que ça fait ça, enfin bon. Donc petit à petit, en fait, il y a une espèce de distillation, en fait, qui va dans le sens d'une sorte de cohérence entre ce qu'on vit et les sons qui sont créés, tout au moins pour moi. Après, en fait, quand je parlais, donc parce qu'il y avait un peu deux aspects de la question, je dirais peut-être, parce que par rapport à la notion d'introspection, en fait, quand moi je parle au début de flux, de Bergson, des choses comme ça, alors pour moi ça c'est plutôt des choses, comme, je sais pas comment dire, ou moi c'est comme ça que je vis des choses, quelque part. Enfin, c'est la vision du monde qui me convient. En tout cas, c'est pour ce qui concerne Bergson et cette notion d'intuition du flux. Après, je ne considère pas ça forcément comme étant des choses scientifiquement correctes. Par contre, après, il y a des questions qui surgissent d'autres lectures que j'ai, par exemple de Daniel Dennett, des gens qui viennent plus du milieu de la cognition, et qui me donnent quelque part des modèles pour cette chose-là. C'est-à-dire que ces notions d'interprétation, enfin, qui vont du brut à petit à petit, qui se complexifient pour devenir, par exemple, des mélodies. Hein, effectivement, là, on est dans une espèce de macro symbole, quand même, hein, à un moment donné, mais qui est dans une sorte de complexification qui augmente. Il semblerait quand même que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne au niveau de la cognition, hein, que entre la captation brute de le monde qui nous entoure à travers nos sens et la manière que petit à petit cette chose-là il arrive dans le flot de notre conscience pour éventuellement être exprimé comme je suis en train de le faire, il y a ces étapes qui devient petit à petit de plus en plus macroscopique. Et je dirais que, donc effectivement, de notre côté, je m'appuie un peu sur ces pensées-là pour penser à cet art du flux, que ça puisse ressembler à nous quelque part. Voilà. Peut-être une dernière question, parce qu'on est à 2h25. C'était pas une question, c'est juste une remarque par rapport à la question de Daniel. Je ne connais pas le nom à poser, voilà, sur la question du GPS comme capteur, au fond, parce que ce serait ça. Et toi, tu disais, non, finalement, moi, je me situe ailleurs. Et je projette au-delà donc, de ta présentation, en disant que ce serait passionnant de faire de réunir des artistes qui justement sonifient, c'est-à-dire saisissent à partir d'outils de capteurs très différents, de température, de couleur, d'altitude ou proche, etc.,
Parce qu'en effet, ces outils-là correspondent à une sensibilité, enfin, à ce que tu souhaites révéler du monde, c'est ça. Ce qui te touche et ce que tu sens, tu le révèles par l'œuvre. Ton approche est celle-ci, et au fond, un capteur GPS pourrait absolument être pertinent pour quelqu'un qui, je ne sais pas, aurait un type de rapport au déplacement, à l'espace, etc. Et que ce sera encore une autre. En tout cas, moi, à la limite, un GPS, si je m'en servais, ce serait effectivement pour avoir l'altitude et peut-être un changement de direction. D'ailleurs, je vais rajouter des capteurs de changement de polaire, hein, mais quasiment tout ce que je connais qui a été fait avec ça, je pense tout, je vois pas d'œuvre comme ça de tête qui ne sert pas de le principe de modélisation, en fait. Je veux dire, parce que GPS est quelque part automatiquement ça. Ça nous situe quand même sur une carte. Enfin, moi, je pense. C'est de la façon que c'est utilisé par la majorité des gens, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligé, justement. Tout à fait, Par rapport à ce que vous faites, c'est ça qui me semble intéressant, justement. Parce que quelque part, se déplacer en voiture, c'est justement, c'est qu'on se déplace dans l'espace, on va d'un lieu à un autre lieu. Et quelque part, garder cette trace-là, ça peut être intéressant sur différents aspects. Le mettre peut-être assez enfui, mais la garder qu'on a une historique là, de déplacement. Mais il y a le danger par rapport au flux, justement, le danger de pouvoir déterminer tel trajet, tel son. Donc, c'est où ça vient. Mais là, c'est un choix, je pense, esthétique de comment on sert de ces données-là. C'est en contradiction avec l'aspect du flux, en fait, qui lui est tout le temps changeant, toujours différent. Donc, même si je fais le même trajet 2 fois, ça va être différent dans notre voiture. Oui, mais tous les autres paramètres sont quand même équivalents. C'est-à-dire que si tu tiens compte des couleurs, par rapport, tu donnais l'exemple que tu voyais certains types de couleurs dans ta route, mais ça ne changera pas. C'est que les données reviennent. Ça dépend, le soleil, peut-être qu'il n'y aura pas de soleil ce jour-là, le monde peut être différent. En fait, on comprend que le nombre de variables est totalement infini et qu'on pourrait ou non rentrer des variables liées au positionnement sur la planète. Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. Donc, Merci à vous.